Ce ne fut qu'un éclair, 240 secondes à peine. Et pourtant, ce court laps de temps fit voler en éclats des décennies de prudence diplomatique entre Paris et Tel Aviv, depuis les remous de la guerre des 6 jours. À la tribune des Nations Unies, Benjamin Netanyahou, sûr de son effet, venait d'asséner. Ce ne fut qu'un éclair, 240 secondes à peine. Et pourtant, ce court laps de temps fit voler en éclats des décennies de prudence diplomatique entre Paris et Tel Aviv, depuis les remous de la guerre des 6 jours. À la tribune des Nations Unies, Benjamin Netanyahou, sûr de son effet, venait d'asséner son offensive méthodiquement piégée contre la ligne française au Moyen-Orient. Il savourait déjà sa victoire, campé dans son rôle de vieux renard, le sourire figé d'un homme persuadé d'avoir mis à nu son adversaire. Un premier ministre tricolore jugé trop jeune, trop novice, trop malléable pour résister à l'artillerie rhétorique israélienne. Comme tant d'autres avant lui, pensait-il, ce Français finirait par baisser les yeux, bredouiller une excuse et se noyer dans les eaux troubles de l'autocensure. Mais un détail aurait dû l'inquiéter. Dans le calme glacial du regard de Lecornu, il y avait cette étrange solidité, cette assurance désarmante qui tranchait avec la nervosité habituelle des chefs européens dans pareille tempête. Ce qu'aucun conseiller n'avait anticipé allait alors se produire. Un basculement brutal et irréversible du rapport de force au cœur du Moyen-Orient. D'un mouvement mesuré, presque cérémonial, Sébastien Lecornu se leva. Il redressa sobrement les pans de son veston, cette touche d'élégance instinctive qu'on ne trouve que chez les Parisiens. Puis, planta son regard dans celui de Netanyahou, sans ciller. Son visage, figé comme du marbre, ne laissait filtrer ni colère ni nervosité. Et c'est avec une voix d'une précision chirurgicale qu'il lança « Monsieur Netanyahou, merci infiniment pour cette brillante démonstration. Vous venez de résumer à la perfection ce que la diplomatie israélienne est devenue aujourd'hui. Un cocktail amer de condescendance historique et de manipulation émotionnelle. » Le silence qui suivit fut glacial. Un silence lourd, suspendu, presque irréel. Et dans ce silence, une chose était évidente. Le stratège de Tel Aviv vacillait. Pour la première fois depuis longtemps, l'armure rhétorique de Netanyahou se fissurait. Lecornu poursuivit, implacable. « C'est fascinant, vraiment. Votre méthode est si prévisible. À la moindre critique, vous brandissez l'Holocauste. À la moindre mention du droit international, vous dégainez l'antisémitisme. Ce tour de passe-passe a peut-être fonctionné pendant un demi-siècle, mais aujourd'hui, il ne trompe plus personne. » L'atmosphère dans la salle était électrique. Les regards fusaient de table en table. Les diplomates écarquillaient les yeux, bouche bée. Jamais encore un représentant occidental n'avait osé défier ainsi, de face et sans trembler, un premier ministre israélien, et ce, sous le regard du monde entier. « Vous nous accusez d'oublier l'histoire. » Très bien. Alors, asseyez-vous et laissez-moi vous rappeler certains épisodes que vous préférez manifestement passer sous silence. D'un geste mesuré, Lecornu sortit un dossier épais de sa serviette, le posa devant lui comme une pièce à conviction, puis l'ouvrit avec la froideur méthodique d'un chirurgien. Résolution 242, 1967. Retrait des territoires occupés. Non appliqué depuis plus d'un demi-siècle. Résolution 338, 1973. Appel à la négociation et au cessez-le-feu. Ignoré. Résolution 446, 1979. Illégalité des colonies. Piétiné jour après jour. Dois-je continuer? Car ici, dans ce dossier, j'en ai 87. Oui, 87 résolutions des Nations Unies violées par Israël. Netanyahou tenta une réaction. Trop tard. D'un simple mouvement de la main, Lecornu coupa net toute tentative d'interruption. Je n'ai pas terminé. Vous évoquez le terrorisme? Allons-y. Voici les chiffres officiels, ceux de l'ONU. Depuis 2008, 580 Palestiniens tués par l'armée israélienne. Parmi eux, exactement 400 enfants. Et du côté israélien? 3 civils tués par des Palestiniens. Alors dites-moi, où se trouve cette fameuse proportionnalité que vous agitez à chaque discours? Les chiffres tombaient comme des coups près. Chaque mot résonnait comme une détonation feutrée dans la grande salle. Mais Lecornu n'en avait pas fini. Vous insinuez que la France flirte avec le terrorisme?
Permettez-moi un rappel. 271 soldats français ont laissé leur vie en Afghanistan et au Mali, tombés dans la lutte contre l'extrémisme islamiste. Et chez vous? Combien de militaires israéliens ont sacrifié leur vie hors de vos frontières pour défendre les valeurs occidentales? 0. Pas un. Un frisson traversa les rangs de l'Assemblée. Cette fois, c'était Netanyahou qui cherchait ces mots. Ah, l'Iran. Vous voulez vraiment parler de Téhéran, monsieur Netanyahou? Alors, rafraîchissons les mémoires sélectives. C'est bien Israël, oui, Israël, qui, dans les années 80, vendait des armes à l'Iran de l'ayatollah Khomeini en pleine guerre contre l'Irak. Et puisqu'on est dans les rappels gênants, n'oublions pas non plus l'aide précieuse apportée par votre État à l'Afrique du Sud de l'apartheid pour l'élaboration de l'arme nucléaire. Alors dites-moi. Qui soutient les dictatures au juste? Le Cornu s'interrompit. Pas pour reprendre son souffle, mais pour laisser les pactes s'installer. Netanyahou, blême, restait figé. Puis le couperet tomba. Mais le plus indécent, monsieur le Premier ministre, c'est ce que vous faites de la Shoah. Ce drame absolu, vous l'utilisez comme rempart politique, comme justification universelle. Vous salissez la mémoire de 6 millions d'âmes en vous en servant comme d'un passe-droit pour l'impunité. Ceux que j'ai rencontrés, ces rescapés, ils m'ont tous dit la même chose. Plus jamais, pour personne. Vous avez transformé ce cri en arme. La salle entière retint son souffle. Le Cornu, impassible, poursuivit. L'âme affûtée sous gants de velours. Et pendant que vous distribuez des leçons de démocratie, regardons de plus près vos compagnons de route. Un ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, condamné pour incitation à la haine raciale, qui affichait fièrement chez lui le portrait d'un tueur de masse, et votre ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui appelle à rayer de la carte une ville palestinienne entière. Voilà donc ce que vous appelez démocratie. Netanyahou voulut répliquer, peine perdue. Le Cornu ne lui en laissa pas l'occasion. Vous tenez tant à évoquer la collaboration française? Parfait. Parlons alors de celle dont vous évitez soigneusement de parler, la coopération sioniste avec le régime nazi. L'accord de Haavara, signé en 1933, ça vous dit quelque chose? Un pacte entre les dirigeants sionistes de l'époque et l'Allemagne hitlérienne, permettant le transfert de capitaux juifs vers la Palestine, en échange de l'abandon du boycott contre le Troisième Reich. Oui, vous aussi avez pactisé avec l'ennemi quand cela servait vos desseins. Cette réplique, tranchante comme une lame, inversait l'arme mémorielle contre celui qui en faisait son bouclier. Dans la salle, les délégués restaient figés, sidéré devant l'audace de l'attaque. Le Cornu ne ralentit pas. Mais ce qui en dit le plus long, monsieur Netanyahou, ce n'est pas votre passé, c'est votre attitude aujourd'hui. Face à des arguments précis, sourcés, juridiquement irréprochables, vous n'avez que l'invective et le pathos. Pas une de nos données n'est réfutée. Pas un seul fait n'est contesté. Et pourquoi? Parce que vous en êtes incapable. Il s'avança vers le pupitre, dominant la scène comme un chef d'orchestre en pleine tempête. La position de la France est claire. Nous condamnons sans réserve le terrorisme, quel qu'en soit l'auteur. Mais nous condamnons aussi les crimes de guerre, les violations du droit international et l'occupation illégale. Notre ligne est constante. Nous défendons la loi. La vôtre, en revanche, c'est de la contourner, puis de crier à l'antisémitisme dès qu'on vous met face à vos actes. Netanyahou, visiblement secoué, voyait ses conseillers s'agiter en coulisses. Mais le Cornu n'avait pas encore fini. Vous souhaitez parler d'antisémitisme? Alors soyons clairs. L'antisémitisme, c'est la haine des Juifs en tant que peuple. Ce n'est pas critiquer un gouvernement, même s'il est israélien. Ça, c'est de la démocratie. Et contrairement à vous, la France sait distinguer une communauté d'une idéologie d'extrême droite. Puis, en une phrase, le Cornu porta l'estocade. Vous voulez connaître la vraie différence entre votre pays et le mien, monsieur Netanyahou? La France, quand elle s'égare, elle le reconnaît, elle s'excuse, elle corrige. Vous vous obstinez dans l'erreur et vous brandissez l'histoire comme une caution morale. Voilà pourquoi aujourd'hui, même vos alliés de toujours commencent à s'éloigner. Le choc fut immédiat. Dans l'hémicycle, c'était la sidération. Jamais, au grand jamais, Netanyahou n'avait subi une telle déflagration verbale venue d'un dirigeant occidental.
et encore moins en pleine lumière, devant le monde entier. D'une voix ferme, sans hausser le ton, Lecornu livra sa conclusion, aussi nette qu'inattaquable. La France continuera à défendre le droit légitime d'Israël à vivre en sécurité. Mais elle condamnera tout autant, sans trembler, vos violations répétées du droit international. Et qu'on se le dise, plus jamais nous ne nous laisserons intimider par vos anathèmes d'antisémitisme. Cette ère-là est terminée. il referma lentement son dossier, comme on scelle un acte, Puis regagna sa place dans un silence si dense qu'on aurait entendu tomber une goutte d'eau sur le marbre. Netanyahou, d'ordinaire si prompt à répliquer, peinait à articuler. Il balbutia quelques phrases sur une prétendue trahison française, tenta d'évoquer l'émergence d'un nouvel antisémitisme. Mais ces mots flottaient, vides, désincarnés, écrasés par l'impact du discours qui venait d'être prononcé. L'écho fut instantané. Sur les réseaux sociaux, c'était un raz-de-marée. En quelques minutes, les extraits vidéo de l'intervention de Lecornu s'étaient propagés comme une traînée de poudre. Pendant 2 jours, son nom domina les tendances mondiales. Les réactions, elles, s'embrasèrent dans tous les sens. Dans le monde arabe, Lecornu fut aussitôt élevé au rang de héros. De Rabat à Bagdad, des foules descendirent dans la rue, brandissant des drapeaux français et des pancartes à son effigie. Le président palestinien salua le retour de l'honneur gaulien à la diplomatie française. Le Caire et Amman parlèrent de courage exceptionnel. En Europe, le ton fut plus feutré, mais largement favorable. Berlin et Rome exprimèrent leur compréhension. Madrid et Bruxelles allèrent plus loin, affichant un soutien clair. Seuls La Haye et Prague se montrèrent critiques, regrettant la rudesse du discours. Outre-Atlantique, en revanche, la tornade politique fut immédiate. Le Congrès américain adopta dans l'urgence une motion condamnant les propos jugés inacceptables du premier ministre français. L'AIPAC déclencha une campagne de boycott économique contre les produits tricolores. Mais, surprise, du côté de l'opinion publique américaine, et plus encore chez les jeunes générations, c'est Lecornu qui remporta les cœurs. Même au cœur d'Israël, les retours furent tout sauf univoques. Tandis que la droite s'égosillait à dénoncer une trahison venue de Paris et à agiter le spectre d'un nouvel antisémitisme européen, une partie de la gauche israélienne, plus lucide, y vit le signal d'un réveil tant attendu du vieux continent. Des voix respectées, comme celles des écrivains Amos Oz ou Abraham Yehoshua, saluèrent ouvertement le courage de Lecornu. Mais c'est en France que le séisme fut le plus spectaculaire. Les chiffres d'opinion tombèrent comme un coup près. 73% des Français soutenaient sans réserve leur premier ministre. Emmanuel Macron, d'abord réservé, fut contraint par la pression populaire de sortir de sa prudence et d'apporter un appui clair à Lecornu. Dans les médias hexagonaux, le ton était à l'unisson, une rare unanimité. Pour la première fois depuis des lustres, la diplomatie française paraissait se tenir debout. Le Figaro claironnait « Lecornu rend sa dignité à la voix de la France ». Libération s'enthousiasmait. Enfin un dirigeant qui refuse de plier les chines. 3 jours après le choc, Netanyahou tentait encore de relativiser l'impact de cette gifle diplomatique, mais le mal était fait. Et cette fois, ce n'était pas un revers discret dans les coulisses. Son arsenal d'intimidation, d'habitude si efficace, venait de se briser au grand jour. Pire encore, l'arme s'était retournée contre son propriétaire. Dans la foulée, l'Union européenne, visiblement dopée par l'initiative française, adopta des sanctions ciblées contre certains responsables des colonies. Plusieurs capitales européennes rappelèrent leurs ambassadeurs, signe d'un virage clair. La politique de silence poli envers Tel Aviv venait d'être remisée au placard. De son côté, Netanyahou se retrouvait affaibli comme jamais. Dans son propre camp, les tensions s'aiguisèrent. Certains ministres, furieux, lui reprochèrent d'avoir provoqué une crise inutile avec Paris et de mettre en péril les liens déjà fragiles avec Bruxelles. Lecornu, de son côté, franchit d'un bond la frontière entre politicien national et figure mondiale. En l'espace de quelques jours, son nom circulait dans les amphithéâtres d'Harvard, de Yale, de Stanford, où il fut invité à exposer sa vision d'un nouvel ordre diplomatique. Les médias internationaux se l'arrachaient. Talk-show, tribune, documentaire, on ne voulait plus que lui. 6 mois plus tard, lors d'une visite d'État au Caire, l'accueil qui lui fut réservé tenait plus du sacre que du protocole. Le président égyptien lui adressa des mots lourds de sens.
La France a retrouvé la boussole de son histoire au Levant. À Ramallah, c'était une clameur populaire. Des foules en liesse criaient « Vive la France » sur son passage, comme on acclame un libérateur. Mais ce fut peut-être une phrase, discrète et inattendue, qui résuma le mieux l'onde de choc de ces 4 minutes à l'ONU. Dans une interview au New York Times, un ancien négociateur israélien, classé à gauche, glissa ces mots. « Le Cornu nous a fait un cadeau. Il a brisé notre illusion d'impunité. Peut-être que désormais, nous n'aurons plus d'autre choix que d'évoluer. » Car ce moment n'était pas qu'un simple clash diplomatique. C'était une faille dans le mur du silence, un coup de tonnerre qui ouvrait un nouvel horizon pour les rapports de force au Moyen-Orient. L'époque où l'on étouffait toute critique en agitant les cendres de l'histoire touchait à sa fin. Une nouvelle ère s'annonçait, celle où le droit international ne serait plus relégué au second plan par les armes de l'émotion. Ce jour-là, sous les voûtes solennelles des Nations Unies, l'histoire écrivit l'un de ses tournants les plus inattendus. Un premier ministre français, à peine âgé de 39 ans, osa prononcer à voix haute ce que tant d'autres chuchotaient depuis des décennies sans jamais oser le dire en face. Par la seule force de sa parole, il fit vaciller un tabou que beaucoup croyaient éternel. On raconte qu'il suffit d'un seul homme debout pour que tombent ceux qui tremblent assis. Et ce jour-là, Le Cornu fut cet homme. Mais ce que peu savaient, c'est que cette éclatante démonstration de sang-froid n'était pas née du hasard. Derrière ce moment d'exception se trouvait une mécanique d'orfèvre, conçue dans l'ombre, huilée dans le secret, rodée jusqu'à la perfection. Durant les semaines précédant l'affrontement, le sous-sol de Matignon s'était transformé en quartier général clandestin. Réunions nocturnes, documents classés top secret, échanges à voix basse. Le Cornu préparait une offensive diplomatique comme on prépare une opération militaire. Parmi les premiers à rejoindre ce cercle restreint figurait Denis Bochart, ex-ambassadeur en Syrie et mémoire vivante des rapports franco-orientaux. Lors de leur premier entretien, il avait lâché d'un ton calme « Si vous comptez affronter Netanyahou, il faudra frapper là où ça fait mal. Il ne résiste pas aux faits. Surtout quand ils sont précis, sourcés et impossibles à nier. » Bientôt, Bertrand Badi, pilier de Sciences Po et autorité en relations internationales, vint compléter le dispositif. Netanyahou, c'est l'émotion avant tout. Il transforme la mémoire collective en champ de bataille morale. Mais si vous le ramenez sur le terrain sec du droit, il perd pied. Et pour verrouiller le tout, Le Cornu s'entoura de la rigueur de Marie-Françoise Bechtel, juriste au prestige mondial. Zéro approximation. Chaque accusation devra être gravée dans le marbre des faits. Vous ne devez lui laisser aucune échappatoire. Des nuits entières. C'est dans le silence pesant des heures tardives, entre les murs feutrés de Matignon, que Le Cornu s'est préparé. Inlassablement, il a avalé chiffres, dates, résolutions, noms, rapports, jusqu'à les connaître sur le bout des doigts. Le nombre exact de violations israéliennes des textes onusiens, il le récitait sans hésitation. Le bilan détaillé des victimes civiles palestiniennes, gravé dans sa mémoire. Chaque accord piétiné, chaque engagement ignoré, tout était fiché, classé, appris. Rien n'était laissé au hasard. Il alla même jusqu'à faire venir en toute discrétion à Paris le professeur William Chabas, l'ancien président de la commission d'enquête de l'ONU sur Gaza. Objectif ? S'assurer que son argumentaire ne souffrirait d'aucune faille juridique. Tout avait été anticipé, simulé, répété. Netanyahou allait parler ? Le Cornu connaissait déjà le script. Shoah ? Renvoyez-lui à Havara. Terrorisme ? Sortez les statistiques de l'ONU. Antisémitisme ? Séparer religion et idéologie. Chaque mot de la riposte avait été pesé comme de l'or sur une balance. Chaque silence avait son utilité, chaque intonation son effet. Mais ce qui frappa le plus les diplomates étrangers, ce ne furent pas les données brutes. Non, c'était le calme glacial de Le Cornu. Ce sang-froid millimétré, cette capacité à rester imperturbable même quand l'adversaire utilisait les coups les plus bas. Comme si, face à l'émotion, il avait appris à ne jamais cligner des yeux. Netanyahou avait dégainé ce qu'il pensait être son arme fatale, les accusations de collaboration française sous l'occupation. Une vieille stratégie, huilée par des décennies de culpabilisation, taillée pour faire vaciller son adversaire en l'amenant sur un terrain émotionnel.
Il pensait piéger le Cornu dans une spirale de justification. Mais le premier ministre français n'a pas tremblé. Impassible, presque clinique, il a retourné chaque attaque avec une précision chirurgicale, chaque coup bas devenant l'occasion d'un contre-argument implacable, solidement étayé. Et le plus surprenant, c'est que même l'équipe de Le Cornu n'avait pas anticipé un tel effet domino. Dans les capitales du monde entier, on ne parlait plus que de ça. Le moment Le Cornu. Cette manière de résister sans hurler, de rester droit sans s'enflammer, de dire non sans colère, mais avec autorité. À Washington, les communiqués officiels critiquaient la sortie française. Mais dans les couloirs feutrés du département d'État, plusieurs diplomates chuchotaient leur admiration. Il a osé ce que nous rêvons de dire depuis des années, murmurant un haut fonctionnaire américain sous couvert d'anonymat. Même en Allemagne, pourtant hypersensible à toute référence à la Shoah, la réaction fut mesurée, mais parlante. Angela Merkel, d'ordinaire si prudente sur ce terrain glissant, déclara sobrement que la France était dans son droit en exprimant ses positions, tant qu'elle respectait le cadre du droit international. Un commentaire discret. Mais dans le langage diplomatique, c'était une forme de soutien à peine dissimulée. Mais c'est sans doute dans les cercles les plus inattendus que l'écho fut le plus déconcertant. Au sein même de la communauté juive internationale. Alors que Netanyahou s'attendait à un front uni contre la France, il vit émerger des voix nuancées et parfois franchement favorables à Le Cornu. Une partie notable de la diaspora choisit de ne pas s'aligner sur l'indignation officielle. Certains allèrent même jusqu'à saluer la clarté du message français. Bernard-Henri Lévy, figure tutélaire du paysage intellectuel juif en France, signa une tribune dans Le Point où il écrivait « Le Cornu a opéré une distinction essentielle, celle entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Une nuance que Netanyahou refuse de reconnaître, non par ignorance, mais par calcul politique. » Mais ce qui provoqua une réelle onde de choc, ce fut le soutien venu d'Israël même. Des penseurs de premier plan, loin d'être marginaux, prirent position, du côté du premier ministre français. Amos Oz, auréolé du prix de la paix, alla droit au but. C'est Netanyahou qui a cherché l'affrontement. Il ne peut s'étonner d'en subir les conséquences. Zeev Sternhell, historien respecté bien au-delà de Tel Aviv, frappa encore plus fort. Le Cornu a simplement mis en mots ce que beaucoup ici pensent tout bas, mais n'osent dire. Cette dissonance interne fragilisa brutalement l'aura de Netanyahou. Son éternel joker, accuser l'adversaire d'antisémitisme pour clore le débat, semblait cette fois vidé de sa substance. Et pour la première fois depuis longtemps, non seulement la manœuvre échouait, mais elle le renvoyait à l'image d'un homme usé, aux ficelles trop visibles, déconnecté du nouveau tempo mondial. Les répercussions géopolitiques de cet affrontement ne furent ni passagères ni superficielles. Ce ne fut pas une simple bourrasque médiatique, mais un véritable séisme diplomatique. Portée par la détermination française, l'Union européenne, longtemps paralysée par ses divisions internes, adopta en décembre 2025 un ensemble de sanctions ciblant directement les implantations israéliennes. Effet inédit, pour la première fois depuis sa fondation, Bruxelles parla d'une seule voix sur le conflit israélo-palestinien. Même Berlin, d'ordinaire si frileuse sur ce sujet, ne tenta pas de freiner l'élan venu de Paris. À l'ONU, la surprise fut encore plus grande. La France réussit à rallier une majorité autour d'une résolution dénonçant l'expansion des colonies. Et plus incroyable encore, les États-Unis, habituellement prompts à dégainer leur veto dès qu'il s'agit d'Israël, choisirent de s'abstenir. Un geste presque impensable quelques mois auparavant. Un basculement discret, mais profond. Dans les capitales arabes, l'écho fut immédiat et massif. Le Cornu fut hissé au rang de symbole d'un Occident qui se réveille, enfin, sur la question palestinienne. En janvier 2026, lorsqu'il posa le pied au Caire, il fut reçu avec une solennité d'habitude réservée aux chefs d'État. Devant les caméras, le président Sisi déclara que la France avait retrouvé sa place historique dans la région. À Ramallah, c'est une véritable ovation qui l'attendait. Mahmoud Abbas, dans un geste rare, lui rendit hommage publiquement, le décrivant comme un allié sincère et courageux du peuple palestinien. Mais c'est peut-être dans les amphis d'Europe que la secousse fut la plus profonde. De Bologne à la Sorbonne, de Cambridge à Heidelberg, une vague d'enthousiasme saisit les campus. Les jeunes, souvent désabusés par une diplomatie molle, voyaient enfin poindre une étincelle de courage.
Des débats furent organisés à la chaîne, tous centrés sur un même thème. Le corps nu, ou comment un discours de 4 minutes a redéfini la posture européenne. Le chef du gouvernement français, jusque-là relativement discret sur la scène mondiale, devint en un éclair une icône générationnelle. Pour beaucoup, il incarnait cette Europe qu'on croyait perdue, audacieuse, souveraine, insoumise. Netflix ne tarda pas à flairer le potentiel. En moins de 3 mois, la plateforme lançait un documentaire choc intitulé 4 minutes qui ont fait basculer le monde. La reconstitution de la confrontation seconde par seconde fascinant. Plus de 50 millions de vues à travers le globe. L'image de Le Cornu, calme mais tranchant, il fut gravé dans les mémoires comme celle d'un héros du droit international. Pendant ce temps, à Jérusalem, c'était la panique. Dans les coulisses, les spin doctors de Netanyahou tentaient désespérément d'éteindre l'incendie. Le fiasco de New York, comme on l'appelait déjà dans les notes internes, devenait ingérable. Le pire, c'est que plus Netanyahou essayait de relancer la polémique, plus il semblait hors du coup, dépassé, enfermé dans une rhétorique d'un autre âge. Même ses alliés médiatiques d'ordinaire dociles commencèrent à tiquer. À Haaretz titra « Netanyahou, victime de sa propre suffisance ». Et même Yediot Aharonot, pourtant plutôt indulgent, lâcha un verdict implacable. Un revers diplomatique qui fragilise Israël. La tempête politique déclenchée par cette crise diplomatique ne tarda pas à ébranler jusqu'aux fondations du pouvoir israélien. Dans les couloirs de la Knesset, les murmures devinrent des critiques ouvertes. Plusieurs membres de la majorité commencèrent à douter de la stratégie de leur chef. Benny Gantz, chef de l'opposition centriste, accusa Netanyahou d'avoir enfermé Israël dans une tour d'ivoire, isolée par des provocations stériles. Même au sein du Likoud, l'onde de choc se faisait sentir. Quelques figures influentes du parti remettaient désormais en cause la ligne dure de leur leader historique. Pendant ce temps, en France, l'effet fut fulgurant. Emmanuel Macron, qui avait d'abord hésité à s'engager, comprit vite qu'il ne pouvait ignorer la montée en flèche de Le Cornu dans l'opinion. Contraint par les chiffres, 78% de soutien populaire, il endossa publiquement la posture de son premier ministre. Dans un rare élan d'unanimité politique, l'opposition française fit front commun. Marine Le Pen salua une diplomatie enfin au service des intérêts français. Jean-Luc Mélenchon, lui, parla d'un acte de vérité salvateur. Et même Valérie Pécresse, habituellement mesurée, admit que Le Cornu avait redoré le blason de la diplomatie tricolore. Ce consensus inattendu propulsa la France au cœur du jeu international. Pour la première fois depuis longtemps, un dirigeant hexagonal parlait d'une seule voix pour une Europe en quête de repères. Berlin et Rome emboîtèrent le pas, dessinant peu à peu une réponse européenne unifiée aux pressions israélo-américaines. 6 mois plus tard, au sommet du G7 en Italie, Le Cornu trônait parmi les incontournables. Même Joe Biden, qui avait d'abord tensé ses propos, finit par reconnaître que la France avait le droit d'avoir une vision claire du droit international. Un aveu discret mais lourd de sens qui acta un basculement dans les équilibres transatlantiques. Le souffle du « moment Le Cornu » dépassa le cadre israélo-palestinien. Dans toute l'Europe, les dirigeants commencèrent à affirmer leur indépendance. Le premier ministre espagnol haussa le ton face au Maroc sur le Sahara occidental, tandis que le chancelier autrichien dénonçait publiquement les abus turcs en matière de droits humains. L'Union, longtemps timorée, semblait renaître avec une voix plus assurée. De quoi inquiéter sérieusement Washington, où le département d'État multipliait les appels pour tenter de préserver une façade d'unité occidentale face à ce nouvel élan d'autonomie européenne. Mais le pli était pris. L'Europe venait de comprendre une chose essentielle. On pouvait s'affranchir de l'ombre américaine sans provoquer l'apocalypse. 12 mois après l'affrontement qui avait électrisé les Nations unies, l'édition 2026 de l'Assemblée générale vit un curieux retournement des dynamiques. Cette fois, ce fut Netanyahou qui, visiblement mal à l'aise, fit tout pour éviter le regard de Le Cornu. Les caméras du monde entier captèrent ce malaise, cette gêne palpable, face à un homme désormais perçu comme une figure incontournable du nouvel échiquier diplomatique mondial. Ce qui, à l'origine, n'était qu'une intervention de 4 minutes, s'était mué en basculement géopolitique. Non seulement dans le dossier israélo-palestinien, mais dans la manière même dont l'Europe se percevait. Moins suiveuse, plus sûre d'elle, presque audacieuse.
Lecornu avait démontré qu'on pouvait affronter l'éléphant dans la pièce sans se faire piétiner. Qu'une parole maîtrisée, ancrée dans le droit et la rigueur, pouvait fissurer les plus vieilles murailles du silence. Comme l'écrira avec justesse le Washington Post dans un éditorial devenu viral, « Il n'a fallu que 4 minutes à un premier ministre français pour briser des décennies d'aveuglement volontaire sur les abus du gouvernement israélien. » Et cette phrase restera sans doute gravée dans les livres d'histoire. Celle d'un David à la française qui, sans fronde ni pierre, renversa Goliath par la seule puissance du verbe. Mais ce triomphe éclatant sur la scène diplomatique n'était que la partie visible d'un iceberg soigneusement sculpté dans l'ombre. Bien loin des projecteurs et des micros de l'ONU, l'histoire avait en réalité commencé des mois plus tôt, lors d'un soir glacial de septembre à Matignon. Tandis que les lumières de Paris s'éteignaient une à une, dans le silence feutré de son bureau, Lecornu feuilletait avec une concentration presque monastique un épais dossier de 400 pages classé « ultra confidentiel ». Le titre en disait long. Anatomie de la rhétorique Netanyahou, point de rupture et vulnérabilité discursive, rapport numéro 194. Ce document, fruit d'un travail de fourmi mené par une escouade d'experts sélectionnés avec le plus grand soin, offrait une dissection chirurgicale du langage du premier ministre israélien. Rien n'avait été laissé au hasard. De ses tics de langage aux stratégies émotionnelles répétitives, en passant par ses renversements accusatoires et ses postures de victimes savamment construites, tout avait été identifié, codé, analysé, puis déconstruit. C'était un manuel de démolition rhétorique, et Lecornu en connaissait chaque page par cœur. Aux commandes de cette opération intellectuelle d'envergure, Denis Bochart. À 78 ans, ce vétéran au front dégarni et au regard aussi perçant que sa plume est précise n'était pas un simple conseiller. C'était une légende vivante de la diplomatie française au Moyen-Orient. Un sage que même les sables mouvants de la région n'avaient jamais réussi à engloutir. Lors de leur premier tête-à-tête confidentiel, il avait lancé à Lecornu, d'un ton posé mais implacable, « Monsieur le Premier ministre, Netanyahou est un stratège redoutable, un illusionniste du discours, mais il a un talon d'Achille, les faits, les chiffres, le concret. Il ne sait pas quoi en faire quand ils sont irréfutables. Sa magie s'évapore dès qu'on reste ancré dans le réel. » Autour de Lecornu, le cercle de réflexion était aussi éclectique qu'impressionnant. Parmi eux, Bertrand Badi, cerveau redouté de Sciences Po, autorité incontestée en géopolitique mondiale. Sa lecture du personnage était chirurgicale. Netanyahou ne débat pas, il dramatise. Il ne réfute pas, il culpabilise. Tout désaccord devient une offense, toute analyse devient une attaque. Mais si vous lui coupez l'oxygène de l'émotionnel et que vous le forcez à respirer l'air sec du droit international, il s'étouffe. Lecornu avait trouvé ses architectes. Restait à bâtir le discours qui ferait trembler le peuple. Pour les fondations juridiques de l'opération, c'est Marie-Françoise Bechtel qui s'y attela. Ancienne députée, juriste de renom au prestige international, elle n'acceptait aucune approximation. D'un ton sec, presque militaire, elle avait prévenu Lecornu dès le début. « Vos accusations devront être taillées dans le granit. Pas de zone grise. Chaque chiffre doit être audité, chaque article de droit bétonné. Il ne faut lui laisser aucune prise, pas même une virgule de flou. » Elle pensa des jours entiers, puis des nuits, plongée dans les archives des Nations Unies, les publications des ONG, les déclarations des missions d'observation internationale. Rien n'était laissé au hasard. Aux côtés de cette juriste implacable, une autre pièce maîtresse, Leila Daclé. Chercheuse au CNRS, historienne fine connaisseuse du monde arabe, elle apportait le prisme historique indispensable. Un jour, elle lâcha calmement « Il va dégainer la Shoah, c'est inévitable, c'est son automatisme. Mais on peut retourner l'histoire contre lui. Parlez-lui de l'accord de Haavara. Il n'aime pas qu'on gratte cette zone d'ombre. » Le noyau dur du dispositif Lecornu se réunissait à huis clos dans les entrailles de Matignon. Ces réunions clandestines prenaient des allures de laboratoire stratégique. Ensemble, ils avaient reconstitué la carte mentale de Netanyahou, examiner ses joutes passées, disséquer ses rictus et ses pertes de contrôle. Un soir, Bochart projeta une vieille séquence.
Netanyahou face à Obama, en 2010, après une remontrance sur les colonies. Regardez-le. Dès qu'on l'affronte frontalement avec ses contradictions, il déraille. Il ne supporte pas qu'on l'enferme dans la logique. Ils avaient trouvé la clé. L'aspect psychologique avait été disséqué avec la précision d'un chirurgien. Pour cerner les ressorts émotionnels de Netanyahou, Le Cornu avait fait appel à Gilles Kepel, islamologue reconnu et fin connaisseur des équilibres moyen-orientaux. Selon lui, tout le parcours politique de Netanyahou repose sur un levier, la peur. Celle des Israéliens vis-à-vis du monde arabe et celle de l'Occident face à la menace antisémite. Mais ce genre d'arme, à force de l'agiter, finit par exploser dans les mains de celui qui l'utilise. La minutie de la préparation frisait l'obsession. Le Cornu avait appris par cœur une avalanche de données. 87 résolutions de l'ONU piétinées par Israël. 5800 morts palestiniens depuis 2008, dont 400 enfants. 234 colonies illégales recensées en Cisjordanie. 48 000 foyers palestiniens détruits depuis 1967. Rien n'avait été laissé au hasard. Chaque statistique venait avec sa source. Chaque fait avait été revérifié 3 fois. « Ce ne doit pas être un simple discours », martelait Le Cornu à son équipe en pleine nuit. « Il faut marquer l'histoire. Il faut frapper si fort que plus rien ne pourra revenir en arrière. » Le plan était limpide. Laisser Netanyahou réciter son répertoire habituel, victimisation, détournement mémoriel, chantage moral, et, au moment opportun, frapper chirurgicalement avec une rigueur factuelle impitoyable. Bochart avait même prédit le scénario. Il va vous balancer la Shoah, vous accuser d'antisémitisme, rappeler la collaboration française. C'est écrit. Laissez-le dérouler. Plus il s'enfonce, plus la chute sera brutale. Des répétitions furent organisées dans le plus grand secret. Chaque conseiller incarnait un Netanyahou plus venimeux que l'original. « Monsieur Le Cornu, la France n'a aucune leçon à donner, elle a trahi ses Juifs », lançait l'un d'eux à pleine voix. « Comment osez-vous parler d'éthique quand votre pays s'est compromis avec Vichy ?» Le Cornu, imperturbable, répondait avec calme, les yeux fixés, la voix posée. À chaque joute fictive, ses répliques gagnaient en force, ses silences devenaient plus éloquents. Le travail allait jusqu'au moindre geste. Un coach l'entraînait à maîtriser sa respiration, son regard, le moindre mouvement de ses mains. Ce n'était plus une simple prise de parole, c'était une mise en scène millimétrée, une chorégraphie de vérité. Sous les projecteurs planétaires, aucun geste n'échappe à l'œil des caméras. Tout joue, martelait le coach. La posture, le rythme du souffle, le moindre froncement de sourcils. Votre calme doit couper sa fureur comme un glaive dans le velours. Votre silence doit résonner plus fort que ses cris. À seulement 3 jours de l'échéance, Le Cornu avait fait aménager le grand salon d'apparat de Matignon pour une ultime répétition grandeur nature. L'endroit ressemblait désormais à une réplique fidèle de l'hémicycle onusien. Il s'agissait de vivre, pour de faux, ce qu'il allait affronter pour de vrai. Cette fois, c'est Denis Bochart lui-même qui se glissa dans la peau de Netanyahou. Il en avait maîtrisé les gestes nerveux, les silences théâtraux, l'art du regard dur. Il lança d'un ton sec. « Monsieur Le Cornu, en soutenant le Hamas, votre gouvernement s'aligne sur le terrorisme. La France de Vichy version 2026 ?»« Impassible, » Le Cornu répliqua, d'un ton tranchant comme l'acier. « Monsieur l'ambassadeur, vous évitez soigneusement les faits, préférant l'invective à la vérité. Cela en dit long sur la solidité de vos arguments. » Bochart laissa échapper un sourire discret, presque complice. Le jeu était terminé. La pièce pouvait commencer. « C'est bon, dit-il. Vous êtes prêts? » Le départ pour New York s'effectua dans un silence stratégique, presque conspirateur. À bord du Falcon présidentiel, Le Cornu restait absorbé, crayon en main, peaufinant chaque formule, récitant pour la 100e fois ses lignes décisives comme un acteur avant la première. Autour de lui, ses conseillers ajustaient les derniers détails, recadraient des nuances, affûtaient les silences. Bechtel, imperturbable, murmura « Gardez à l'esprit, chaque syllabe pèsera lourd. » Ce n'est pas un discours, c'est une dissection. Votre scalpel, c'est la précision. À l'arrivée, Manhattan vibrait d'un suspense sourd. Une rumeur flottait dans l'air dense des gratte-ciels. Quelque chose d'inhabituel allait se jouer à l'ONU.
Dans les halls feutrés de l'hôtel français, les portables s'allumaient comme des lucioles. Les journalistes diplomatiques, tendus comme des archets, échangeaient confidences, rumeurs, pronostics. Du côté israélien, le ton était triomphant. Netanyahou, selon ses proches, se sentait en pleine possession de ses moyens. Il parlait déjà de « corriger le gamin français », une expression moqueuse qu'il pensait n'être qu'un aparté privé. Son staff avait préparé un plan éprouvé, ouvrir le bal avec la Shoah, faire planer la menace de l'antisémitisme, tordre le cou à l'adversaire dès les premières secondes. C'était une recette qui avait fait plier plus d'un Européen. Mais cette fois, il ne savait pas encore qu'en face se tenait un premier ministre au cuir épais, au calme tranchant et surtout préparé comme personne. Il n'allait pas reculer devant l'histoire. Il allait la convoquer. Aux premières lueurs du jour, alors que Manhattan n'avait pas encore émergé de sa torpeur, le cornu était déjà debout. Dans le silence feutré de sa suite au plaza, il avait relu une dernière fois le condensé de son plan de bataille. Garder une posture impassible, répondre à l'émotion par la rigueur, opposer les faits aux drames instrumentalisés, ne laisser aucune attaque sans réplique fondée. Un peu plus tard, il décrocha son téléphone pour un dernier échange avec Paris. Macron, voix grave et prudente, lâcha. « Sébastien, je vous soutiens, mais sachez que vos mots peuvent bouleverser bien plus que cette salle. » Le cornu, sans hésiter, « C'est précisément ce que je vise, Monsieur le Président. » Dès son entrée dans l'enceinte onusienne, l'ambiance lui sembla presque théâtrale. Les regards le suivaient, les caméras crépitaient, les conversations se taisaient à son passage. L'Assemblée générale n'avait jamais été aussi électrique, un mélange d'attente et de tension, comme avant un verdict. Quand Netanyahou s'était levé pour parler, le cornu s'était mué en observateur chirurgical. À chaque mot prononcé, il validait dans sa tête les lignes du scénario prédit. Il coche toutes les cases, songea-t-il. Le manuel à la lettre. Invocation pesantée de la Shoah? Présente. Charge sur l'antisémitisme européen? Cliché livré. Pique sur Vichy et la France collabo? Envoyé. En moins de 10 minutes, l'homme fort d'Israël venait d'activer, sans le savoir, chaque ressort anticipé par la cellule stratégique française. Et le cornu, lui, n'avait même pas encore parlé. Et puis, l'instant tant redouté, ou attendu selon le camp, s'était présenté. Ces 4 minutes suspendues dans le temps, où l'histoire elle-même sembla retenir son souffle. Le cornu s'était levé, tranquille comme un funambule sûr de son pas, le regard droit, le ton déjà maîtrisé. De l'autre côté de la salle, Netanyahou affichait encore ce petit sourire narquois de celui qui pense avoir déjà pillé la partie avant même qu'elle ne commence. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il avait enclenché sa propre chute. Chaque phrase de Le Cornu était le fruit d'un travail d'orfèvre. Derrière cette intervention, il n'y avait pas la moindre place pour l'improvisation. Tout avait été pensé, chronométré, peaufiné jusqu'à la dernière syllabe. On n'assistait pas à un discours, c'était une opération chirurgicale. L'intelligence, la mémoire des faits, la puissance des arguments, tout se conjuguait dans une démonstration implacable. C'était David, armé de données, de droit international et de calme olympien, face à un Goliath déjà vacillant. Quand le flot de résolutions violées s'était mis à couler comme un torrent implacable, Netanyahou avait compris. Le piège s'était refermé. Et à chaque fois qu'il tentait de couper la parole ou de protester, il ne faisait que s'enliser davantage dans l'image d'un homme dépassé, pris au dépourvu, désarmé face à la vérité. Ce qui s'était produit ensuite dépassa toutes les anticipations, même celles des stratèges français les plus enthousiastes. En quelques heures seulement, les extraits du discours de Le Cornu avaient envahi la planète numérique. Les réseaux sociaux explosaient. Hashtag Le Cornu versus Netanyahou et hashtag Truth to Netanyahou grimpaient au sommet des tendances. Des millions d'utilisateurs partageaient en boucle les moments les plus percutants, disséquant chaque mot, célébrant chaque réplique. Dans les rédactions, on ne dormait plus. Les éditorialistes enchaînaient les analyses fiévreuses, essayant de saisir l'ampleur de ce séisme diplomatique. New York Times titrait « Un tournant historique ». The Guardian parlait de « tabou brisé » et la Republica annonçait « Netanyahou mis à nu ». Mais c'est dans le monde arabe que la vague fut la plus puissante.
Du Caire à Rabat, de Bagdad à Beyrouth, on assistait à un véritable électrochoc. Enfin, un dirigeant occidental osait s'opposer frontalement à Israël, sans trembler. Al Jazeera rediffusa les discours complets en boucle pendant 2 jours. Dans les ruelles du Caire, dans les cafés de Casablanca et les salons de Beyrouth, on parlait avec excitation du coup de tonnerre français. Les déclarations officielles ne tardèrent pas. Mahmoud Abbas salua le retour de l'esprit gaullien. Le roi Abdallah II parla de bravoure exemplaire. Même Riyad, d'ordinaire si mesuré, exprima son approbation. Et l'onde de choc atteignit l'Europe. Madrid se rangea aussitôt aux côtés de Paris. Rome suivit. Berlin, jusque-là prudente, se repositionna subtilement. Merkel, dans un langage mesuré, reconnut que tout État avait le droit de faire entendre sa voix dans le cadre du droit international, ce qui, dans le langage diplomatique, revenait à une bénédiction silencieuse. Au sein de l'UE, C'était un tremblement de terre. Pour la première fois depuis des décennies, les 27 parlaient enfin d'une seule voix sur la question israélo-palestinienne. En décembre 2025, l'Europe adopta à l'unanimité un trait de sanctions contre les colonies israéliennes. Une première historique. même aux États-Unis, Où les condamnations officielles pleuvaient, la réaction du public s'avéra plus nuancée. Le Congrès passa bien une résolution fustigeant les propos du premier ministre français comme déplacés. Mais dans les rues, dans les universités, un autre son de cloche se faisait entendre. Un sondage Gallup révéla que 38% des Américains soutenaient le cornu. Pour une critique d'Israël, c'était tout simplement inédit. Mais peut-être que le vrai séisme eut lieu là où on ne l'attendait pas, dans les couloirs feutrés de la Maison-Blanche. Certains conseillers de Joe Biden commencèrent à évoquer à voix basse ce que personne n'avait osé formuler depuis longtemps. Jake Sullivan, le stratège en chef de la sécurité nationale, glissa en aparté que les remarques françaises posaient des questions légitimes sur le respect du droit international. une simple goutte d'eau dans le rôde du soutien américain à Israël. Mais une goutte fissurant la façade. En Israël, l'effet boomerang fut brutal. Une contestation inédite secoua Netanyahou, pris à revers par une fronde intérieure d'une ampleur rare. L'opposition, jusqu'ici morcelée, trouva un point d'accord. L'isolement diplomatique causé par le premier ministre frôlait l'irresponsabilité. Yair Lapid, chef de file du centre, l'accusa d'avoir sabordé les relations avec Paris pour flatter son ego. Même au sein du Likoud, Son propre camp, des voix s'élevèrent, d'abord en coulisses, puis à visage découvert. Gideon Sa'ar, Figure emblématique de la droite israélienne, alla jusqu'à demander que Netanyahou assume pleinement les conséquences de ce désastre diplomatique. Une prise de parole qui fit l'effet d'un coup de tonnerre. Et la presse ne fut pas en reste. Haaretz dénonçait une arrogance qui ridiculise Israël. Yediot Aharonot évoquait un naufrage diplomatique qui rabaisse notre stature internationale. même The Jerusalem Post, Pourtant peu friand de critiques, s'interrogeait à haute voix. Le premier ministre a-t-il perdu tout sens du réel? Résultat? Une chute de 8 points dans les sondages en seulement 7 jours. Plusieurs membres du gouvernement commencèrent à s'éloigner discrètement. Benny Gantz, toujours dans l'opposition mais désormais en position de force, réclamant un virage stratégique dans la politique étrangère du pays. Et comme pour enfoncer le clou, la suite donna raison à Paris. Lors d'une visite officielle au Caire, 6 mois après la tempête onusienne, Le Cornu reçut un accueil digne d'un chef d'État. Abdel Fattah al-Sisi orchestrait une cérémonie solennelle, saluant le retour de la France dans le jeu moyen-oriental. La foule, nombreuse, agitait des drapeaux tricolores et scandait le nom de Le Cornu comme celui d'un héros venu de l'Ouest. mais c'est à Ramallah que la scène toucha à l'extraordinaire. Loin d'une simple réception protocolaire, Mahmoud Abbas fit organiser une parade en grande pompe, saluant Le Cornu comme « celui qui a rendu leur voix aux sans-voix ». Sur son passage, des foules immenses, galvanisées, hurlaient « Vive la France » dans une ferveur qu'aucun dirigeant occidental n'avait suscitée depuis des générations dans les territoires palestiniens. Et ce n'était que le début. La culture populaire s'empara aussitôt du phénomène. Netflix dégaina un documentaire choc, 4 minutes qui ont bouleversé le monde, réalisé par l'illustre Raymond Depardon. Une œuvre au cordeau, diffusée dans plus de 100 pays, visionnée par plus de 80 millions de spectateurs.
Le corps nu, silhouette droite et regard déterminé, y devenait l'archétype du diplomate courageux. Celui qui choisit la vérité là où d'autres préfèrent l'ambiguïté. Dans les amphithéâtres d'Europe et d'Amérique, La Le Cornu méthode devint matière à dissertation. À la Sorbonne, à Harvard, à Oxford, des séminaires entiers se consacrèrent à décortiquer cette séquence historique. Gestion du stress, précision rhétorique, stratégie non verbale, tout y passait. Un cas d'école. Le prestigieux professeur Joseph Nye, pape du soft power, publia un essai remarqué dans